Hello Sandy et bienvenue sur CEO Recto Verso. Salut Lola, merci de m'accueillir. Avant qu'on commence, est-ce que tu pourrais te présenter à celles et ceux qui ne te connaîtraient pas? Oui, avec plaisir. Moi, je suis Sandy Jacobi. Je suis cofondatrice de My Marketing Experience, qui est une agence de conseil et de services en stratégie marketing B2B que j'ai cofondée avec ma sœur Laurie Jacobi, que certaines personnes ont l'occasion de voir également à mes côtés sur les réseaux sociaux notamment. Et cette agence, bien aujourd'hui, cette année, elle a 15 ans. Donc ça fait 15 ans qu'on s'est lancé et qu'on continue aux côtés de nos clients. Trop bien, merci. Et c'est justement pour ça que je trouvais intéressant de te recevoir sur CEO Recto Verso, c'est que on glorifie très souvent les croissances rapides, les croissances fulgurantes. Et j'avais aussi envie de te donner la parole sur en fait, comment on construit aussi une entreprise sur le long terme, parce que comme tu l'as dit, bientôt My Marketing Experience aura 15 ans. Enfin, en tout cas, vous allez le fêter. Et voilà, je voulais qu'on creuse ensemble ce sujet-là. Et la première question que je voulais te poser, c'est quand vous vous êtes dit, OK, on va lancer My Marketing Experience avec Laurie, vous imaginiez quoi à ce moment-là? Enfin, est-ce que c'était un projet de vie, c'était un pari, une aventure à deux? Qu'est-ce que vous imaginiez? Mmh. Alors, c'était pas du tout un projet de vie, clairement pas. C'était plus un pari, je dirais, plus un truc genre on le fait. Il faut savoir que on était en poste déjà, c'était pas notre première expérience, donc on avait déjà eu plusieurs postes en marketing et on était salariés à l'époque. Et quand on était étudiante, un jour, enfin étudiante même au lycée d'ailleurs, plus jeune que ça, on avait dit en rigolant, un jour on aura notre boîte ensemble. Mais c'était vraiment la blague, quoi, juste pour rigoler. Et, euh, et quand l'idée est arrivée et que j'en ai parlé à Laurie, on n'a sûrement pas imaginé que ça existerait encore 15 ans plus tard. On n'y pensait pas du tout. Et c'était pas un projet de vie particulier. Tu vois, on n'avait pas d'enfants. Tu vois, on s'était juste dit, on le fait, on a l'idée, on le fait. C'était un peu un pari. Et on y est allé comme ça. Mais Oui. sans plus d'attente, en fait. OK, donc il y avait pas de plan, de business plan qui avait été établi. C'était un peu, il y a eu l'occasion et vous l'avez saisi, vous y étiez allé quoi. On a fait un plan, mais plus pour faire plaisir aux banquiers. Puis on avait préparé un concours de business plan qu'on a gagné d'ailleurs. Mais la vérité, c'est qu'un business plan, ça n'engage que celui qui le lit, qui l'écrit et qui y croit, quoi. Et même si on a suivi certaines choses, notamment pour les offres, dans les faits, le business plan sur 3 ans, surtout dans les 3 premières années de vie d'une entreprise, tu as largement le temps de pas le respecter parce que tu as besoin de t'adapter et puis ça, c'est pas forcément pas prévu comme on l'avait envisagé. Donc il y avait un plan qu'on avait fait pour faire un peu les bonnes élèves et parce qu'il fallait le faire et parce qu'on avait ce concours, mais en vrai, il y avait pas de plan à ce point-là, quoi. OK. Et du coup, c'est ce concours-là qui vous a un peu donné le premier élan de départ? Oui. Ou comment vous avez trouvé en fait votre marché, vos premiers clients, vendu vos premières offres? Comment ça s'est fait au début? Je vais répondre à la première question. On avait perçu qu'il y avait, appelle-le de l'intuition, des signaux faibles, comme tu veux, qu'il y avait un besoin sur les PME et les TPE qui ne recrutaient pas en marketing parce qu'elles pouvaient pas et que ce que proposait le marché avec des agences très établies, des agences marketing et surtout des agences de communication, parce qu'il y avait pas tellement d'agences marketing à l'époque, c'était vraiment agences de communication. Ça répondait pas forcément à leurs besoins, c'était très, old school, c'était encore très print, même si le digital existait déjà, attention, hein, il y a pas mais c'était encore très embryonnaire et on avait quand même perçu que, il y avait ce besoin parce qu'on était très souvent, sollicités, elles comme moi, alors qu'on était salariés et c'est là qu'on s'est dit: «Il y a peut-être un truc à faire quand même, sur un modèle». Tu vois, tu externalises ta compta, tu externalises, ton IT, tu as tout ce qui est autour de même ce qu'on appelle ce qu'on appelait à l'époque l'infogérance. Maintenant, ça a été rebrandé, mais ça existe toujours. On s'est dit: «Bah, on pourrait faire pareil, sur le marketing». Plutôt, changer l'usage. C'est-à-dire que tu recrutes plus, tu vas faire appel à une agence extérieure qui va venir t'aider en externalisation marketing, ce qu'on appelait. Et c'est autour de cette idée qu'on a, pitché, que beaucoup de gens trouvaient ça très bizarre. Mais pourquoi? Mais c'est pas grave, on y est allé quand même et finalement, le marché nous a donné assez vite raison puisque, on a gagné ce fameux concours de création d'entreprise, donc de business plan et le premier client est arrivé 2 semaines plus tard.
Donc, comment je l'ai trouvé? Et ben, comme beaucoup de gens, dès quand ils démarrent, c'est-à-dire que moi, à l'époque, j'avais ce qu'on va dire mon N+1, mon manager, qui quittait la boîte dans laquelle j'étais pour lancer sa propre boîte, qui était d'ailleurs une spin-off de HP. Et il voulait me débaucher. Il voulait que je vienne travailler avec lui. Et je lui ai dit: «Non, non, non, on va continuer de travailler ensemble, mais tu vas passer par, mon agence». Et c'était comme ça que le premier client est arrivé, puisqu'il a dit: «Bah, OK, ça me va très bien, c'est un mode de fonctionnement qui est parfait, puisqu'il y a la flexibilité, on a accès, à la compétence et bah, c'est pas grave si on te recrute pas». Trop bien, ouais, donc ça s'est fait finalement, ça s'est fait, tout de suite, Ouais, hem la boîte, elle existait même pas en fait, on n'avait pas déposé statut parce que c'est un peu long. On n'avait pas déposé statut, on n'avait pas de numéro de TVA, on a dit on a foncé, on a facturé après. Ça fait 15 ans et il y a prescription quand même, et ça s'est très bien passé. On a lancé, c'était pour un lancement en plus, de toute la partie marketing, positionnement, enfin vraiment on a tout fait sur, une entreprise qui se lançait. Et oui, ça allait vite. Et après les clients d'après, parce que un ça suffit pas. Non. Les clients d'après, ça a pas été, comme ça. C'est qu'on s'est très vite mis nous à utiliser le marketing digital, à créer du contenu. Alors en 2010, c'était pas du tout la mode, hein, ça se faisait pas trop. On avait créé un des premiers blogs marketing, en France. Il y en avait quelques-uns, mais vraiment très, très peu, quoi, genre. Et on utilisait les réseaux sociaux. Et alors là, bah, il y avait très peu de concurrence, donc tu c'était un océan bleu, quoi. On a tout de suite eu des clients comme ça. Ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui, mais Ah bah, maintenant, ça suffit plus en tout cas. Je dis pas que c'est pas des bons canaux, ce sont toujours des bons canaux, créer du contenu, utiliser les médias sociaux, ce sont toujours des bons canaux, mais sûrement pas avec la même stratégie et ce n'est plus suffisant. Non, clairement, la stratégie qu'on a utilisée au début pour se développer n'est plus valable aujourd'hui. mmh. Et justement, est-ce que tu te souviens, au vous vous êtes lancés, est-ce que tu te souviens, à partir de quel moment tu t'es dit: «OK, là, on devient une vraie entreprise, ça fonctionne et ça va durer dans le temps»? Ah, c'est une bonne question. Je sais pas si je me suis dit ça un jour. Au début, moi, j'étais pas à 100%. Laurie était à 100% dans My Marketing Experience, qui s'appelait même pas comme ça au départ, on s'appelait My Marketing Manager, on a changé de nom plus tard. Et elle a quitté son job salarié quelques mois après parce que, ce que j'ai pas dit, c'est que quand on s'est lancé, Laurie était enceinte de son premier enfant et elle a fait son congé mat en tant que salariée, pour avoir un congé mat parce que sinon il y en avait pas et elle s'est mise à 100% après. Et moi, je l'ai rejoint que, je crois 18 mois plus tard. Et donc quand j'ai intégré, 18 mois plus tard, là, tu te dis: «Bah, en fait, tu as plus trop le choix, quoi. Il faut arriver à en vivre à 2». Alors Laurie, on l'a payée bien sûr. Après, il faut en payer une deuxième, quoi, sans compter qu'il y a des charges, et on le prenait déjà au sérieux, en fait, parce que même quand j'étais encore salariée, on se disait, l'objectif, c'est que j'intègre, la société, à l'avenir, quoi. Mais je pense pas qu'il y ait eu un moment, ça s'est fait assez progressivement, mais je te dirais qu'à partir du moment où on a été 2 à 100, pour nous, c'était déjà une société avant. Après te dire: «Ça va durer», je pense que c'est un piège, peut-être que c'est un truc qu'il faut pas se dire trop parce Mmh. que sinon tu te remets jamais en question, quoi. Ouais. On voulait que ça dure, mais on savait pas que ça durait, tu vois? Il y a 2 choses différentes, quoi. Oui, oui et puis je pense que ça ne pas être trop sûr sur le fait ça va durer, c'est aussi rester un peu vigilant, à l'écoute des Oui. signaux faibles du marché, de ses clients et puis être prêt aussi à rebondir et à réajuster, si besoin. Laurie n'est pas là, mais elle te le dirait, moi je suis pas une stressée, mais heu je suis la reine de tous les 4 matins de dire: «On va tous mourir, on se remet en question, ça va pas durer». Enfin, dès qu'il y a un truc, et finalement ça l'a fait. Alors ça nous fait rigoler toutes les 2, parce qu'elle, au contraire, c'est quand même elle qui va plutôt te calmer, dire: «C'est bon, ça va» et tout. Mais c'est pas si mal de se remettre en question quand même, Mmh. Et de pas toujours tout prendre pour acquis. oui, c'est ça et justement, tu parles de Laurie qui est ta sœur jumelle. S'associer à sa sœur jumelle, c'est quand même pas neutre, c'est quand même pas rien. C'est quoi vos est-ce que vous avez fait un peu une sorte de réunion, au démarrage en disant: «Bah, voilà, les non négociables, c'est ça, les limites, c'est ça» ou alors ça s'est fait, en mode feeling, Alors ça s'est fait en mode feeling, bah, parce qu'on se connaît très bien, on se connaît depuis longtemps. On connaît le mode de fonctionnement de l'une et de l'autre. Alors, on savait déjà que,
Si ça nous coûtait trop, du style, tu plus de vie, tu malheureuse et tout, c'est pas quelque chose qu'on aurait gardé. Mmh. Ça veut pas dire qu'il y a pas eu des moments difficiles, mais si après ça doit devenir un chemin de croix, on n'est pas là pour ça, quoi. Un truc non négociable aussi, c'était de pas en vivre correctement. On n'aurait pas alors au début, tu te payes pas forcément très bien, ça c'est normal, mais par contre, faut pas que enfin, pour nous, c'était pas un truc qui devait durer. C'est-à-dire que si tu pouvais pas, correctement te rémunérer, c'était pas quelque chose, qui avait, beaucoup d'intérêt, même si tu aimes ton entreprise et c'était un peu ça, mais on s'est pas mis autour de table en disant: «C'est quoi les» c'est arrivé un peu au fil de l'eau. À chaque fois qu'on rencontrait une difficulté, c'était, plutôt de se dire: «Qu'est-ce que là on accepte? Qu'est-ce qu'on n'accepte plus?» Oui. Et c'était vraiment quand le problème se présentait qu'on avait ce genre de discussion. OK. Et ce qu'on n'a pas dit non plus, mais que dont tu m'avais parlé, c'est qu'il y a eu le développement de My Marketing, Experience, mais en parallèle, vous avez eu, si je dis pas de bêtises, 4 enfants en 5 ans, à vous 2. Chacune, hein, Oui, non, non, pas oui, c'est ce que je veux dire, à vous 2. 2 chacune. Oui, entre 2010 et 2015, elle a eu 2 enfants et elle a fait 2010 et 2013 et moi j'ai fait 2013 et 2015 et OK. donc en 2013, il y en a eu 2. C'est une très, très bonne Et année. comment on traverse une période pareille? Comment, quand voilà, quand on est 2 à la tête d'une entreprise et 2 aussi à vivre, le congé mat, comment on fait pour vivre cette période-là sans que tout s'effondre finalement? Alors la première chose, c'est qu'on n'était pas 2. On n'était pas 2, on était plus nombreuses, mais comme c'était des hommes, on va dire nombreux, je ne sais pas comment il faut l'accorder. C'est que, quand déjà moi, quand j'ai eu mon premier congé maternité en 2013, alors je te passe qu'on avait, des stagiaires de temps en temps, voilà, ça je le passe parce que je dis pas que ça compte pas, c'est des personnes qui ont compté et avec certains on est toujours en relation d'ailleurs, mais on va dire que je compte pas comme des membres, salariés expérimentés sur qui tu peux vraiment, énormément t'appuyer. Mais en 2013, on avait, des salariés. 2013 à 2015 et puis encore un peu plus tard d'ailleurs et ce qui permettait alors ça me remplaçait pas moi ou Laurie complètement quand on était en congé maternité parce que c'était pas, c'est pas un des fondateurs ou fondatrices. Je peux pas dire que c'est substituable, mais quand même, ça vient, moi quand j'étais pas là, il y avait 2 personnes quand même donc ça permettait à Laurie de souffler un peu, même si c'est quand même beaucoup de boulot et je le sais parce qu'en fait, quand je suis rentrée moi de congé maternité de mon premier enfant, je suis rentrée, je pense, en mai ou juin et elle, elle partait en août. Donc, on s'est pas beaucoup vu cette année-là, honnêtement, Mmh. et donc je sais que c'est quand même une grosse charge de travail, à gérer. Donc la première chose, c'est qu'on n'était pas toute seule et je pense qu'on n'aurait pas pu. Si on avait été, enfin, j'aurais pas pu faire tout le travail de Laurie, elle aurait pas pu faire tout mon travail. Et après, comment on fait sur 5 ans? Faut pas trop se poser de questions, je pense, franchement, parce que si tu te poses trop de questions, tu le fais pas. Mais de manière générale, il faut pas trop se poser de questions, hein, des solutions, tu en trouves. Est-ce que c'est galère? Bah, il y a eu des jours, oui, des jours ça allait mieux. Je vais pas donner ce genre de conseils genre: «Il faut être organisé». Oui, évidemment, obviously, il faut être, organisé, mais quand tu as dit ça, tu as tout dit. Tu peux avoir une organisation béton, la varicelle, elle viendra quand même, cogner à ta porte, enfin, pas forcément la tienne, mais celle de ton enfant, un jour ou l'autre. Ce qui a été difficile, c'était la fatigue quand même. De mon côté, moi, j'ai été assez fatiguée, parce que j'ai pas beaucoup dormi et puis l'acceptation probablement que tu as pas une hyper croissance sur cette période-là. Donc la société, elle a grossi, on s'est développé, on a eu, on a eu des clients, toujours, qui arrivaient, tout ça. Mais comme tu le disais en ouverture, on n'a pas eu une hyper croissance et sûrement pas à cette période-là. C'est-à-dire que l'objectif, c'était juste de continuer. Se développer, continuer de s'adapter au marché et trouver un équilibre. Hem, C'était plus ça, en fait. Et ça a été difficile pour toi justement de pas être dans cette hyper croissance et de te dire: «Bah, en fait, oui, bah, là fatalement tout mon temps n'est pas dédié à la boîte. Je suis maman et du coup, il faut trouver un juste milieu». Être organisé, tu l'as dit, mais ça suffit pas forcément, tout le temps. Qu'est-ce qui a été est-ce que ça a été frustrant pour toi justement? Je sais pas si je me posais la question sur la croissance à l'époque. J'ai trouvé frustrant, ce qui était frustrant, c'est de toujours jongler, c'est-à-dire que quand tu es pas au travail, tu te dis que tu devrais travailler et quand tu es au travail, tu te dis que tu devrais être ailleurs. Ça, moi, je l'ai vécu. Ouais.
Oui, je l'ai vécu. Mais je pense que beaucoup de gens vivent ça, j'ai envie de dire même que tu sois parent ou pas parent, tu peux te dire ça, je connais des gens, ils sont pas parents, mais quand ils travaillent pas et qu'ils prennent un peu de loisirs, ils se disent: «En fait, je devrais être en train de travailler pour développer mon entreprise». Donc c'est pas forcément une question d'être parent, je pense. C'est une question de combien tu es dédié à ton entreprise et quelle part de ta vie tu accordes à toi et quelle part de ta vie tu accordes à ton entreprise. Et je vais être honnête, je pense qu'en fait, j'avais tellement la tête dans le four à cette époque-là que je me posais pas cette question. Ouais, ouais, C'est mais pas hilarant, hein, mais après je veux pas non plus être la fille, qui dit, genre: «Faut pas faire d'enfants», un truc comme ça, c'est pas du tout ça, mais je veux pas non plus tenir le discours que des fois tu entends en disant, «Question d'organisation, et puis, moi je trouve qu'avoir un enfant ça te rend tellement plus productive, et ça apporte tellement à mon entreprise». Voilà. Ouais. ouais. Je Non, pense non, pas mais qu'on va y en faire un argumentaire marketing, pour vanter la productivité, tu vois? J'en non, serais pas mais là. juste, oui, se dire que, bah, en fait, c'est des cycles de vie et effectivement, bah, quand tu viens d'accoucher, que, bah, tu es dans un cycle plutôt tourné, maternité et qu'après, bah, en fait, le cycle va aussi se rééquilibrer et que tu vas rentrer dans un autre cycle. Je pense que c'est ça qui est le plus difficile à accepter et à appréhender, je pense. Oui. Bah, il faut voir que, moi, mon deuxième enfant, il a 10 ans, donc ça fait déjà 10 ans que j'ai pas eu de Mmh. nouveau-né, et tout ça, on n'en parlait pas du tout à l'époque. En fait, on se posait pas ces questions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de podcasts qui parlent, de ces choses-là, de gérer la maternité, l'entrepreneuriat, mais à l'époque, que dalle, hein, honnêtement, moi, j'ai même, pour tout te dire, on n'a même pas dit qu'on était enceinte à nos clients, ou on a dit genre, je dis pas 2 jours avant d'accoucher, mais c'était un non-sujet. C'était un peu tabou, en fait. Je Donc dirais que comme c'était c'était tabou, bah, on n'en parlait pas, et comme tu en parles pas, tu te poses moins de questions. Je dis pas que c'est bien par contre, j'ai pas dit que c'est une bonne chose, mais c'est comme ça que ça s'est passé en réalité, OK, et donc vous c'était il y a pas si longtemps, en fait, mais oui, 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 non, mais oui, c'est sûr qu'il y avait moins de podcasts sur le sujet. Aujourd'hui, il y non, en mais a même aujourd'hui sur LinkedIn, tu as des femmes, ou même des papas, hein, et je dis pas que c'est mal, mais des CEO, des fondateurs, ils arrivent avec leurs gosses dans les bras. J'ai même vu des photos de limite, ils sont en salle d'accouchement. Ça, no way, je l'aurais jamais fait, mais hem, c'est personnel, mais ça, chacun fait comme il veut, mais alors c'est jamais de la vie, ça te se mettait en scène, quoi. ouais, c'était vraiment un peu en off et bon, quand vous étiez enceinte de 9 mois et que vous aviez un client en face, bon, bah, là, vous l'annonciez, Ouais. quoi, en gros. Alors moi, j'ai jamais atteint 9 mois, Ah oui, bon, bah, 8 mois, et quelques. tout juste. Hem, ouais, on le montrait pas. Alors en plus, ça se voyait pas tellement. Mmh mh. C'était pas, et puis tu sais, comme nous, nos clients sont beaucoup, à distance, ils sont loin souvent, enfin, ils sont partout en France, donc on sait pas la tournée des popotes à chaque fois. Donc ils voyaient que le haut. Donc moi, je me souviens plein de fois me lever pour, montrer à des clients: «Ah, en fait, dans un mois, vous ne me voyez plus, un mois, 2 mois». Hem, mais on le disait pas. On le disait pas, et même je me souviens, qu'on avait gagné un prix, et en fait, je voulais tellement pas le montrer que je suis pas montée sur scène. C'est Laurie qui est montée seule sur scène, et moi je suis restée, dans l'audience parce que j'étais, à point, j'étais vraiment très enceinte, je devais être à 7 mois et demi, et attention, je me juge parce que je pense que c'est pas bien, il y a pas à rougir, de ça, mais à l'époque, j'étais pas à l'aise parce que c'était pas du tout aussi, démocratisé qu'aujourd'hui, on n'en parlait pas, et donc j'étais, hyper stressée, de perdre la confiance, de nos clients, que des prospects se disent: «Ah ouais, c'est bon, laisse tomber, on va pas aller les voir». Heu, alors qu'évidemment, si ça se passait aujourd'hui, je ferais pas du tout pareil. Ouais, je pense que, j'allais dire à l'époque, c'était pas il y a si longtemps que ça, mais je pense Non, mais en que fait, ces choses-là, on en parle depuis trois ans, pas beaucoup plus, que hein. que j'allais c'est ce que j'allais dire et je pense que oui, du coup, je pense qu'il y avait une peur effectivement de perdre en légitimité, peut-être vis-à-vis des clients, de perdre des prospects tout simplement. Perdre leur confiance, tout simplement, de perdre la confiance. Ouais, Ouais, non mais c'est assez fou et du coup, tu dis bien qu'aujourd'hui tu ferais différemment. ouais, je ferais différemment. Alors je mettrais pas en scène, par contre, Ah parce oui, que oui, c'est, oui, non après, voilà, mais je le cacherais pas du tout, et
Et je pense que de toute manière, il s'est passé quand même beaucoup de choses avec le covid et j'ai vu que le tout ce qui était autour de la alors on va pas forcément parler que de ça, hein, mais tout ce qui était autour de la parentalité a énormément changé à cette période parce que tout le monde a découvert que les gens avaient une vie perso. Oui. Hommes et femmes, hein, d'ailleurs, je ne dis pas forcément, que les femmes puisque, bah, on a été tous, verrouillés chez nous, enfermés à la maison, tous en visio et on s'est bien rendu compte que, hommes comme femmes, pouvaient avoir des vie perso. Alors, encore une fois, je ne parle même pas, d'avoir des enfants, ça peut être, d'être en couple, ça peut être d'avoir un chien, ça peut être d'avoir un appartement petit, grand, sombre ou pas sombre, bruyant et en fait, bah, tu as été un peu obligé Mmh. de lâcher prise sur certains points, quoi. Et justement, ça fait une parfaite transition puisque, ben, vous avez vécu le covid, en tant que chef d'entreprise et tu l'as dit, je crois, dans plusieurs, podcasts, mais cette année-là, vous avez perdu 39-40 de votre, chiffre d'affaires D'affaires, ouais. ouais, versus l'année précédente. Hem, c'est quoi le premier truc que tu t'es dit quand tu as constaté, les chiffres et que, bah, tu as bien vu qu'il y allait avoir, une baisse de croissance ou une décroissance, justement? Moi, j'ai été très paniquée. Honnêtement, alors déjà à titre perso, l'enfermement, c'est pas quelque chose qui me réussit, donc déjà au niveau moral, c'était pas top. Parce que moi, je suis en appartement, je suis pas en maison avec jardin, piscine et compagnie. Alors j'ai un très chouette appartement, mais c'est pas la même expérience quand tu as pas de grand extérieur et bah, quand tu vois que tu as des contrats qui s'arrêtent, des contrats qui ne se signent pas alors qu'ils étaient sur le point de se signer et que ton prévisionnel de l'année, globalement, bah, il est très largement amputé. En plus, c'était en février. C'est pas comme si tu allais te refaire, tu vois? Enfin, ça a duré, quand même assez longtemps cette histoire. Donc moi, j'ai paniqué dans le sens, je me suis dit: «Bon, bah, c'est peut-être la fin, quoi, voilà, c'est peut-être la fin». Mais très rapidement, Laurie, elle m'a dit je me souviens, c'était au téléphone ou en visio, elle m'a dit: «Tu sais, moi, je suis absolument pas inquiète pour la survie de l'entreprise, avec le covid». Je lui dis: «Mais pourquoi?» Elle dit: «Bah, parce qu'en fait, nous, ça fait 10 ans», parce qu'en fait, c'était il y a 5 ans, hein, c'était il y a pas très, très longtemps. Oui, oui, Nous, on a fêté nos 10 ans pendant le covid. C'était nul d'ailleurs et elle me dit: «Bah, parce qu'en réalité, on a super bien, géré l'entreprise et on a une trésor qui nous permet tout à fait de traverser l'année sans faire de chiffre d'affaires». Alors on n'en a pas fait évidemment, on a fait du chiffre, on a juste perdu 40 pas juste, je le souhaite à personne, hein, c'est vraiment pas drôle. Mais on a perdu 40 mais ce que je veux dire, c'est que, notre trésorerie nous a permis de passer largement, cet épisode-là. Et du coup, alors il aurait quand même pas fallu que ça dure une année de plus quand même, mais comme après, au déconfinement, ça a petit à petit repris et de mémoire, on a fait une bonne année 2021. Enfin, du coup, pas forcément, on a fait de la croissance, mais j'ai envie de te dire, faire de la croissance en 2021 vs, 2020, c'est pas non plus, il y a pas de quoi sortir le champagne, mais c'était quand même mieux que 2019, qui était une bonne année aussi. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Alors moi, voilà, j'ai déprimé, mais après quand, j'ai eu Laurie qui m'a dit: «Bah non, en fait, les chiffres disent que on va y aller, on va y arriver» et c'est ce qui s'est passé. d'où l'importance de revenir à des éléments factuels que sont les chiffres, les prévisionnels, la trésorerie. D'où l'importance surtout d'être hyper vigilant sur sa trésor. C'est ce que j'allais dire Encore et une fois, pas glamour, hein, pas glamour du ah tout. non, 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 mais c'est pas glamour, mais en fait, la trésor, c'est en fait, c'est ta bouée de sauvetage, face aux C'est incertitudes du tout. marché, de la vie aussi. Parce que, bah, en fait, tu peux alors je touche du bois, mais tu peux tomber malade et du coup ne pas travailler pendant, plusieurs mois et en fait, c'est ta trésor aussi qui vient, Mais de manière générale, avoir de la trésorerie, ça va permettre aussi de faire des investissements et si tu as pas assez pour investir, avoir de la bonne trésorerie, ça va te permettre d'emprunter de l'argent. Ça peut paraître fou, mais en fait, on va beaucoup plus prêter à une boîte qui a une trésor plutôt saine, qu'à une boîte qui a pas de trésor. Ça te permet aussi, renoncer à certains projets temporairement. Je parle même pas d'être malade, mais te dire: «Bah non, en fait, ça, j'ai pas envie, je le sens pas, ce client, ça va pas le faire» et te dire: «Bah, on va arrêter parce que ou on va ralentir ou faire autrement ou pivoter» et ça te permet d'avoir ça. Donc c'est vraiment de l'oxygène, clairement, qui te permet d'avoir plus d'oxygène, si tu veux aller emprunter, d'ailleurs. ah mais complètement, complètement et moi je c'est moi qui suis un petit peu comme toi très très stressée et plutôt dans la négativité.
sur ces sujets-là, en tout cas, le fait d'avoir de la trésor, je sais pas toi, mais quand je suis en train de paniquer, que je regarde vraiment mon tableau de trésorerie, que je vois que, ok, c'est bon, il y a de la trésor, tout de suite, je redescends en pression parce que c'est des éléments factuels et que, voilà. Mais ouais. Oui, c'est factuel. Après, il faut pas non plus vivre dans l'angoisse, tu vois, de Oui. d'investir. Ah non, moi j'ai toujours investi, que ce soit en accompagnement, en coaching, en faisant des Voilà. prêts, etc. Mais j'ai toujours mon petit matelas de sécurité entre guillemets, qui fait que voilà, ça me permet aussi d'être sereine dans mes investissements, justement. Bah, tu fais bien, tu fais bien. Puis c'est pas rassurant que pour toi, c'est rassurant aussi pour les personnes qui travaillent avec toi. Tu vois, c'est, Ah ta bah oui. capacité à payer, heu, ça te permet d'attirer des bons partenaires. Nous, tous nos partenaires, ils savent qu'ils sont payés, à l'heure, les acomptes, on rechigne pas, on les paye. Il y a pas de On n'est pas en retard sur les paiements et en fait, d'avoir cette capacité à toi-même bien payer et payer, je veux dire aussi dans les temps, ça te permet d'avoir les meilleurs aussi, hein. Oui, et ça permet de fidéliser. Enfin, moi, je vois les personnes de mon équipe, elles savent qu'elles m'envoient la facture. La facture, elle Exactement. est dans les jours après ou une semaine après, grand maximum. Mais dans le mois même, même si j'ai pas été payée des clients sur lesquels elles ont bossé, etc., je fais des avances de trésor, justement. Mais ça permet ça aussi. Et ça permet, comme tu dis, de garder les meilleurs et d'avoir une équipe qui t'est fidèle, en tout cas. Donc, c'est que du positif. Et du coup, je vais te dire une note pour nous protéger toutes les 2, c'est que cette capacité, c'est aussi parce que, on est capable d'aller demander et se faire payer. Ça, c'est un truc hyper important pour qu'une entreprise dure, c'est, d'arriver à se faire payer et je parlais encore récemment avec des dirigeants qui me disaient que c'était la galère, qu'il y avait beaucoup de retard de paiement. Ça, c'est horrible, ça tue énormément d'entreprises, donc être très vigilant et nous, je pense que parmi les trucs les plus relous qui aient pu nous arriver, c'était les impayés quand même, hein. Ouais. Donc, Ouais, se faire payer, c'est hyper important. ça, oui, et ça, moi, je suis vraiment très regardante dessus parce que bah, c'est sûr qu'un client qui te paye pas un mois, ça passe. Si ça se prolonge, en fait, moi, ça passe plus et ça se termine tout de suite, Ouais. quoi. Parce que bah, pareil, quand on a une agence, bah, tu as des prestataires qui bossent sur les clients et si tes clients te payent pas, mais que tu es obligé de payer tes prestataires, bah, à un moment donné, il y a un trou dans la raquette et tu Et travailles. c'est voilà, du coup, ta trésor, elle prend un coup dans l'aile. Carrément. Et pour peu que tu aies des salariés, ce que nous, on a vu à une époque, tu tu pas contente quand, parce que les gens, tu les payes. Tu peux pas leur dire: «Ah excusez-moi ce mois-ci». Oui, non, oui, oui, Ça tu va pas peux être possible. pas. Non, et puis moi, je déteste faire ça, mais du coup, quand on regarde un peu votre parcours et puis bah, du coup, 15 ans maintenant, on voit qu'il y a de la longévité, que bah, ça a été un peu, voilà, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Euh, Est-ce que pendant ces 15 ans, il y a un moment où il t'est déjà arrivé de te dire, j'en peux plus, j'en ai marre? Oui. Alors j'en peux plus, je sais pas, mais j'en ai marre, oui, c'est sûr et pas qu'une fois et je pense que c'est très sain, en fait, de se dire: «J'en ai marre» parce qu'en 15 ans, déjà le marché il évolue, toi tu évolues, tu pas forcément tout le temps envie de faire les mêmes choses. Moi, en plus, je suis quelqu'un, je dis pas que je m'ennuie vite, mais je m'ennuie vite. Même si j'adore ce que je fais et Laurie fonctionne aussi, beaucoup comme ça. Donc oui, il y a eu des moments où on en a eu marre. Alors pas forcément, tu vois, les premières années parce que on avait trop de choses à gérer, trop de sujets. Donc si j'ai pu en avoir marre à cette époque-là, c'était probablement lié à un contexte qui était, bah, voilà, beaucoup de fatigue, beaucoup de choses, mais si tu sors de cette période, donc je dirais après, 6 7 ans, hem, c'était que c'était devenu un peu routinier. Il y avait des projets qui nous emballaient beaucoup moins et c'est cette période où on a, bah, investi beaucoup, notamment se faire accompagner et c'est là, ça a donné lieu à, on change de nom, on se repositionne sur le B2B, on revoit le logo, enfin, tu vois, genre, nouvelle identité, new beginning, quoi. C'était vrai, c'était quasiment un renouveau. On a lancé le podcast, tu vois? C'est aussi le fait de lancer des nouveaux projets, ça donne une nouvelle dynamique,
Heu et je pense qu'à chaque fois qu'il y a eu ce «j'en ai marre», c'était, parce qu'on avait besoin de se renouveler. Enfin, ça veut pas Mmh. dire qu'il se passe rien entre-temps, mais de vraiment avoir un renouvellement, une nouvelle étape et donc il y a eu cette phase et je dirais qu'après le covid, j'en ai eu marre aussi parce que je trouve, bah, c'était le contexte, hein, franchement, c'était lourd. Donc oui, j'ai dû dire: «J'en ai marre» parce que, tu vois que tu signes plus rien, que tu as plus de lead, que, tout le monde fait une gueule jusque-là. Bon, ouais, voilà, je pense qu'en fait, il y a des gens qui ont adoré le covid, moi pas du tout et j'en avais marre, vraiment. Mais c'était pas forcément lié à my marketing experience, c'était lié à un contexte et plus récemment, alors il y a eu ça et qu'en général quand il y a ça, quand il y a «j'en ai marre», on met un peu de temps mais on finit par se le dire, tu vois? Genre on se regarde avec Laurie, on fait: «Bon alors, toi aussi ça te voilà, Ouais, ça te gratte?» c'est ce que j'allais te demander si c'était réciproque, l'une et Oui, l'autre. Si on en a en général ces phases-là, ça arrive à peu près en même temps. Je te dis pas le jour même, de toute façon c'est pas un truc qui arrive en un jour, c'est oui, oui. un petit truc, plus un petit truc, plus un petit truc et on a fait un travail plus récemment, alors c'est pas forcément qu'on en avait marre, c'était que, parce que là, dans les dernières années, j'ai absolument pas, même à un moment, envisagé, vraiment d'arrêter. Marre un peu, mais pas c'est plutôt de te dire, comment pour durer, il faut évoluer. Comment on fait pour que ça se voit? Pour, il y avait ce décalage entre comment il y a toujours ce décalage en fait, hein, rapidement, entre comment tu es perçu et comment tu es actuellement, la valeur des offres, ton positionnement, ce que tes clients voient de toi. Donc tu as toujours ce décalage que tu essayes, 1 de rattraper ou de d'imposer ou de régulariser plutôt et 2, il faut en plus que ce soit en phase avec le marché parce que si tu es en décalage, ça va pas le faire et donc ça nous a bien occupés, ces derniers mois avec Laurie. On a beaucoup travaillé, sur la formalisation de notre positionnement, l'évolution de nos offres. Alors elles ont pas radicalement changé, mais on les a mieux formalisées et d'ailleurs à l'heure où sortira, ce podcast, tout sera visible puisqu'on a un nouveau site internet, une charte graphique qui a évolué, heu et ça c'est pas un travail de 2 jours, en fait Mmh. et ça, c'est un travail qu'on fait avec nos clients et je sais du coup et on sait à quel point ça peut être inconfortable, pas évident, que ce soit au début d'une activité, en milieu, au bout de 15 ans. C'est pas confortable, mais c'est vraiment le meilleur moyen pour pas, s'endormir. Je vais même pas te dire pour durer parce que franchement, si j'avais la recette pour te dire: «Ça va durer encore 15 ans», je serais très heureuse, mais je l'ai pas. Non, mais il y a aussi ce côté, ben, pour durer, il faut que vous, en tant que fondatrice, vous soyez animée par ce que vous faites. Oui, Et si c'est plus le cas ou s'il y a le fameux «j'en ai marre», bah, en fait, ça peut pas être un cercle positif qui va vous amener vers des choses, bah, qui vont vous animer au quotidien. Donc je pense que le «j'en ai marre», c'est aussi, finalement un cadeau entre guillemets qui exactement. dit: «OK, là, attention, attention Sandy, attention Laurie, il faut qu'on change quelque chose. Il y a quelque chose qui va plus, il y a quelque chose qui ne nous correspond plus parce qu'on a aussi peut-être évolué, ou que le marché a évolué et que du coup, il faut qu'on se réajuste». Mais en tout cas, je pense que c'est et tu me diras si tu es d'accord avec moi, mais je pense que justement tout ce travail de fond sur, le positionnement, l'image de marque, les offres, et cetera. C'est très difficile de le faire seul sans être accompagné parce que pareil pour, C'est impossible. Pour moi, c'est pas possible. voilà, c'est ce que j'allais te dire. J'ai eu beaucoup de «j'en ai marre» moi aussi et du coup le «j'en ai marre» a donné lieu à des pivots et à chaque fois, je me suis fait accompagner, je me suis fait coacher parce que, enfin pour moi c'est impossible, ouais. Et même nous qui sommes 2, hein, tu vois? Pourtant on pourrait se dire: «Ah mais vous êtes 2, mais c'est pas pareil. Parce qu'en fait, tu es quand même à l'intérieur de ton entreprise. Donc tu peux pas à la fois, t'observer, te challenger. Alors bien sûr, il y a quand même un côté pratique, hein, c'est-à-dire que je vais voir des trucs que Laurie voit pas, elle voit des trucs que je vois pas, mais in fine, faire appel à quelqu'un qui est hyper neutre et de l'extérieur, ça permet de calmer toutes les passions, les émotions, de te ramener à quelque chose de plus neutre, hein, enfin, dans un terrain qui est beaucoup plus neutre et puis aussi ce que je trouve bien de faire appel à des personnes extérieures, c'est que finalement,
tu pas toujours obligé de faire bonne figure, tu vois? Tu peux aussi déposer tes trucs et dire: «Bah, voilà, aujourd'hui, ça me saoule, ça me gonfle, j'en ai marre de ça. Voilà comment j'aimerais que ce soit. Est-ce que c'est possible? Pas possible». Mais toi, tu pas ce côté toujours à être dans le paraître, qu'on peut avoir même vis-à-vis de soi-même, tu vois? De se convaincre que tout va bien. Moi, je trouve que c'est enfin et Laurie est pareil, puisque sinon, bah, on ferait pas ce travail, à 2. Mais je trouve que, c'est tu gagnes énormément de temps, en fait. Tu Mmh. gagnes beaucoup de temps. Oui. Oui, oui, c'est clair. Après, un repositionnement, complet ou juste changer des choses, c'est sûr que la temporalité n'est pas la même, mais quoi qu'il en soit, avoir un regard extérieur où justement tu peux déposer, dire, voilà ça, j'en ai marre et il faut que ça change tout de suite, mais est-ce que c'est cohérent avec mon positionnement que j'ai envie? Est-ce que c'est cohérent avec les offres que je vais construire? Moi, je sais que c'était surtout ça. Est-ce que mes envies sont cohérentes avec, le positionnement que je vais avoir? Moi, c'était surtout ça, mais Oui, après tu as le droit de faire des erreurs, tu as le droit de pas suivre la mode. Tu vois? Nous, il y a plein de trucs sur lesquels, on n'a pas suivi les tendances. Il y a aussi des choses qu'on a fait bien avant que ce soit tendance et que du coup les gens trouvaient ça, enfin, je peux te dire que quand on a lancé un blog en 2010, les gens trouvaient ça hyper chelou. Et quand on a lancé un podcast en 2020, alors là, ou une chaîne YouTube en je sais plus, c'était 2015, mais alors faut l'allier. Même si en fait, ils trouvaient ça mignon, marrant. Tu vois, genre, «Oh, elles sont mignonnes, elles sont drôles». Après quand ils voyaient les résultats qu'il y avait derrière, ils disaient: «Ah quand même, hein!» Et puis après, bah, eux-mêmes sortaient leurs trucs évidemment. Mais bah, oui. faut pas hésiter soit à faire des choses que les autres ont pas encore fait, soit à pas suivre les tendances. Tu vois, Mmh. c'est à l'époque, la première question qu'on te posait, c'est: «Et alors, tu as une équipe de combien?» C'est tu pas si tu avais pas une grosse équipe. Aujourd'hui, honnêtement, ça choque beaucoup moins de monde, enfin, ça choque même plus grand monde quand tu dis: «Bah oui, je j'ai un modèle d'agence, mais nous, notre vision, c'est que, on veut garder l'indépendance du conseil, donc on ne veut pas avoir des salariés parce que si on a j'ai des salariés sur certains postes d'expertise, je vais me sentir obligée de le vendre à mes clients et mes clients n'en ont pas forcément besoin». Bah, quand on dit ça, on n'a plus de questions. Tout le monde comprend très bien. Ouais, mais c'est marrant parce que cette question-là de combien il y a de personnes dans ton équipe, depuis que j'ai un positionnement de d'agence aussi, c'est une question qui revient tout le temps. «Et combien vous êtes? Mais elles sont pas salariées? Mais t'as pas de salariés?» Je dis: «Ben non en fait, non, c'est des indépendantes et que je voilà, que ça dépend des besoins des clients et cetera et je veux pas justement être contrainte de me dire, en fait, j'ai un client qui vient et j'ai une graphiste Pas salariée, besoin de ça. bah, je vais forcément lui vendre, une nouvelle identité, quoi, par exemple. Je trouve ça voilà. Bon, après, je dis ça maintenant, aujourd'hui, on verra. Et attention, c'est pas enfin, je veux dire le modèle d'agence traditionnel, bon, moi, j'y crois plus vraiment, mais il y en a qui fonctionnent très bien et tant mieux pour elles. Mais c'est aussi parce que, je pense que toi, c'est pareil, moi, ça me représente pas Mmh, ça ne nous a jamais représentés. mmh, C'était pas assez flexible, c'est et l'avantage aussi, c'est on arrive à avoir des projets, internes, genre le podcast, c'est un projet c'est même presque un client de My Marketing Podcast, c'est presque un client de My Marketing Experience, en fait. Et nous, on se considère même j'en parlais hier, je disais qu'on se considère même nous-mêmes comme un client. mmh, OK et Donc le podcast, c'est un client, My Marketing Experience est cliente de My Marketing Experience. OK et pourquoi? Parce que ça vous permet justement une certaine rigueur, une certaine, ouais? Parce que si tu te considères pas comme ton propre client, que ce soit le podcast ou l'agence, et ben, en fait, tu vas toujours te faire passer en dernier. Alors évidemment que sur certains sujets, nos clients, ils vont rester prioritaires. Mais le truc qu'on a toujours refusé, c'était de se dire que, on développait pas le branding, qu'on développait pas nos personal branding, qu'on était toujours après tout le monde. Donc c'est pour ça que depuis très longtemps, par exemple, moi j'ai une journée de mon agenda qui est dédiée à mon client, My Marketing Podcast, My Marketing Experience. Ça veut pas dire que les autres jours je fais rien du tout, hein, mais c'est bloqué et c'est acté et honnêtement, je suis j peut-être c'est un peu, prétentieux ce que je vais dire, mais je pense qu'on a clairement eu raison parce qu'aujourd'hui notre marque c'est ce qui fait notre force. Mmh. Oui, non, mais complètement et je pense que, comme tu dis, on est toujours, le client le moins bien loti, parce qu'on passe toujours, après les urgences et cetera. Moi, pareil, j'ai un jour bloqué, un CEO day où en fait, c'est mes sujets à moi et les clients, voilà, ils n'existent pas ce jour-là.
Bon, j'extrapole un peu, mais voilà, en gros, c'est ça. Et ça permet vraiment, enfin, moi, j'ai vraiment vu un avant-après en Ça peut mettant. être le week-end, ça peut être le soir. En fait, j'ai envie de dire, peu importe quand c'est pas forcément un jour, mais même si dans ta tête, tu considères ton entreprise comme ton client, et je parle en tant qu'agence, évidemment, on serait dans un autre secteur d'activité, cette conversation, n'aurait pas forcément, lieu d'être. Mais, si tu es coiffeuse, par exemple, il faut que tu ou si tu es coiffeur, il faut que tu te considères comme ton client. Mais autrement, tu pas tu perds en crédibilité, hein. Ah oui, complètement. Complètement et je voulais te demander aussi, qu'est-ce que vous avez réussi justement à garder intact en 15 ans? Malgré les doutes, malgré les galères, les pivots que vous avez pu faire, que ce soit dans votre relation ou même, au sein de My Marketing Experience. Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas changé en 15 ans? Alors, il y a pas mal de choses qui ont pas changé, je dirais quand même. Notre ADN, déjà, il a pas la manière de l'exprimer a changé, ça c'est sûr, mais notre ADN n'a pas changé, qui est, c'est de rendre les meilleures techniques, et stratégies marketing, alors aujourd'hui c'est B2B, accessibles, aux entreprises. Ça l'est toujours. Et ce qui a pas changé, c'est la passion, c'est la curiosité. Voilà, moi, clairement, c'est un modèle qui nous permet de satisfaire des besoins personnels en termes de curiosité, indépendance. Donc c'est une boîte qui nourrit à titre perso. Il y a plein de gens, ça leur conviendrait pas du tout, hein, attention. Je dis pas que tout le monde doit le faire, hein, donc ça n'a pas, changé du tout, et ce qui a pas changé honnêtement, c'est, notre relation avec Laurie. Elle a pas changé. Parce que c'est ce que Elle j'avais. s'est pas améliorée, elle s'est pas détériorée, elle est restée, j'ai pas plus confiance en elle, j'ai pas moins confiance en elle. Alors, elle m'a montré, des qualités, que tu vois, je soupçonnais pas ou que j'avais pas vu s'exprimer. Comme quoi? Ça lui fera plaisir quand elle écoutera ce podcast. Notamment, elle a beaucoup de sang-froid, elle gère bien les situations difficiles, les négos un peu difficiles, que ce soit avec des clients ou avec des partenaires d'ailleurs. Franchement, elle s'est vraiment révélée là-dedans. Mais à titre personnel, de la sphère privée, notre relation, elle est restée, ni meilleure, ni moins bonne, quoi. Elle était déjà très bonne, elle est toujours bien. OK, c'est ce que j'allais te demander parce que, souvent, tu vois, on a un peu cette crainte de se dire: «Oui, mais si on travaille en famille, si jamais ça se passe mal, après ça va abîmer notre lien aussi perso». Vous, ça n'a pas du tout été le. Non. OK. Bah, C'est tant mieux, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que ça peut. Je pense que comme vous aviez aussi peut-être des liens forts dès le début, et que vous aviez une connaissance l'une de l'autre, qui était importante, ça vous a aidé en construisant, l'activité professionnelle à, ben, connaître les besoins, personnels de l'une et de l'autre et d'ajuster aussi. Hem, Parce qu'au sein de My Marketing Experience, est-ce que justement vous avez des. J'allais dire des pôles de missions, au-delà des missions clients, mais je veux dire, par exemple, la finance, la compta, j'ai l'impression que Oui, c'est une plus, répartition des tâches, tu veux dire? ouais, ça, c'est plus Laurie Oui. qui gère, j'ai l'impression. Alors, si tu veux, moi, ça fait rigoler les gens quand je dis, mais c'est l'ASIO, c'est Laurie. Parce que tout ce qui est, alors, je vais dire finance et comptabilité, attention parce qu'on a un expert comptable, elle fait pas la compta, elle Oui. fait pas la déclaration de TVA, tout ça. Mais, c'est elle qui a pris le lead là-dessus, tout simplement parce qu'elle est arrivée en premier dans l'entreprise et que, bah, il fallait bien gérer cette partie, et c'est elle qui l'a fait. Tout ce qui est, administratif, process, ça, c'est parce qu'elle aime et que moi, pas du tout. Mais Dieu merci, elle l'aime parce que vraiment, si on devait compter sur moi, on serait mal. Donc c'est elle qui met, tout ça en place. Oh, c'est là, des fois, je dis pas qu'on s'accroche, mais des fois, elle me parle de trucs, je fais: «Oui, bon, si tu veux». Genre, voilà, quoi. Hem Et moi, j'ai plus pris le lead, sur la partie marketing de My Marketing Experience. OK. Au début, même le podcast, c'était que moi, en général, le blog, c'était plus moi qui publiais, même si elle écrit quand même pas mal, d'articles. Hem, ouais, la plus grosse partie de marketing, c'est moi, Mmh. et c'est comme ça que ça s'est arbitré après sur plein de sujets. Par exemple, tout ce qui est production client ou les clients, c'est ensemble. Les partenariats, c'est ensemble, et aujourd'hui, le podcast, je dirais quand même que c'est beaucoup plus équilibré qu'avant. OK. Oui, parce qu'à Mais, un par moment. exemple, la newsletter, c'est moi parce que, on fait notre newsletter, c'est pas un truc que j'ai délégué.
Ça, c'est moi qui la gère. Hem et grâce à Laurie, c'est très processé. Alors quand je dis que c'est moi qui la gère, c'est moi qui l'écris, mais par contre, c'est pas moi qui la mets en page. On a une équipe pour ça, enfin et en fait, grâce au process de Laurie, c'est tout automatisé, c'est très bien. Oui, oui, finalement, vous êtes positionnés aussi au sein de l'entreprise, sur vos zones de génie et vos zones d'appétence aussi, quoi. Et Oui, je pense que c'est ce mais qui je me suis quand même mise, tu vois? Elle s'est intéressée pendant longtemps, elle s'intéressait pas tellement au enfin, elle faisait du marketing, mais moins sur du marketing expérience et elle y est venue un petit peu parce et on y a gagné. Je trouve que ça a enrichi. Pareil, au début, je prenais plus la parole qu'elle sur LinkedIn et puis elle a développé aussi et c'est très bien, ça nous a beaucoup apporté et de la même manière, avant les chiffres, j'étais: «Ah bon, tu gères» et puis, voilà et je me suis, de plus en plus intéressée à cette partie, mais ça reste elle qui gère ça, 90 du temps. ouais, OK. Hem, on pourrait j'ai tellement de questions à te poser Sandy, mais je pense que voilà, on va, terminer cet épisode avec une dernière question. Hem, justement, aujourd'hui, vous avez 15 ans de boîte derrière vous. Pour toi, c'est quoi les 3 choses, les 3 clés, comme tu veux, les plus importantes pour durer dans le temps, quand on est dirigeante, justement? Avoir de la patience, ce que je n'ai pas forcément naturellement. Je tiens à le dire, je suis même plutôt quelqu'un d'extrêmement, impatient. Mais bah, faut accepter que les choses prennent du temps, que tout prend toujours beaucoup plus de temps que ce qu'on l'a pensé, que ce qu'on prévoyait, au départ. Toujours. Enfin, je veux dire, sauf, rares exceptions, voilà. Et du coup, le corollaire, c'est qu'il faut pas avoir peur de faire des investissements et de prendre des décisions qui vont être plus engageantes sur le long terme que sur le court terme. C'est-à-dire, bah, tu vas pas avoir des résultats tout de suite. Par contre, tu construis pour le long terme et ça, je pense que c'est un truc qu'on a fait assez tôt. Typiquement, bah, un podcast, c'est très ingrat. Une chaîne YouTube, c'est très ingrat. Tu as pas des retours tout de suite. Tu as même pas des retours le premier mois. Nous, le podcast, on a même pas eu de retour la première année. Donc, ce que je veux dire, c'est quand la notion de temps long est réelle et pour parler avec pas mal de dirigeants, qui ont, des boîtes qui durent, ils te plus ou moins, ils te donnent toujours le même discours. C'est que, si tu veux du temps long, tu dois accepter de prendre aussi des décisions sur du long terme et de prendre de faire des investissements sur du long terme et pas toujours que sur du hack, de très, très court terme parce que ça va te permettre d'être là demain matin, mais ça va pas forcément te permettre d'être là encore dans 3, 6, 9 mois. Donc ça, c'est vraiment, ça l'important et je crois fondamentalement que la question que tu m'as posée sur, «Est-ce que tu en as eu marre?» bah, régulièrement se demander: «Qu'est-ce qui fait que j'ai encore envie d'être là et que cette entreprise, nous ressemble encore, même si tu évolues?» Je pense que c'est des questions essentielles, pas forcément à ce qu'elle me ressemble, mais à ce qu'elle ressemble aussi à ce que le marché attend. Et je vois, trop d'entreprises qui se réveillent un matin en se disant: «Oh, mais en fait, on a une belle croissance, mais aujourd'hui, nos concurrents, ils nous ont tous rattrapés. Ils étaient loin dans le rétroviseur. Aujourd'hui, ils sont là, ils sont en train de nous doubler. On n'a rien fait, on n'a jamais investi dans le marketing, on n'a, jamais défini notre positionnement, on s'est jamais vraiment adressé à notre marché» et ils sont catastrophés et en vrai, c'est ultra dur à rattraper ça. Oui, oui et c'est pour ça que c'est hyper important d'être à l'écoute de son marché et de ne Oui, pas, j'allais dire de ne pas s'encrouter dans ses certitudes et de se dire: «Bah, aujourd'hui, on est leader du marché et bah, en fait, c'est bon, c'est acté et c'est acquis exactement. pour, le long terme» et se dire justement que rien n'est jamais acquis et comme tu le dis, c'est investir, sur du long terme, et faire preuve de patience parce que, tout n'arrive pas Oui du jour au lendemain. et tu peux aussi faire des erreurs, quoi. Ne ça peut aussi ne pas marcher. Oui, oui, non, mais ça, on est bien d'accord, mais en tout cas, patience, investissement. Ouais, mais c'est pas je sais que c'est pas sexy, c'est pas dans l'air du temps de dire Ah si! des choses comme ça, mais malheureusement, enfin, malheureusement ou heureusement, c'est un peu la vérité, quoi. Bah, oui, non, mais on est sur CEO recto verso et justement, le verso n'est pas toujours sexy, mais c'est aussi, selon moi, ce qui permet de durer, et l'idée, c'est d'être là dans 5, 10 ans et pas uniquement dans 6 mois, donc on veut des choses pas sexy, mais qui nous permettent de durer. Ça, Voilà, c'est alors tu es servi, hein, une grosse dose de pas sexy, là. Merci beaucoup Sandy. Avant de se quitter, est-ce que tu pourrais, nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de travailler son marketing avec toi?
Bah, la première chose, c'est que tu peux suivre My Marketing Podcast, où déjà tu as un bon aperçu de notre univers et puis tu peux tout simplement, bah, me suivre sur LinkedIn. Là, tu sauras plus en détail, quel est, le territoire sur lequel j'adore amener, notre audience qui va être, autour de la stratégie marketing B2B, du positionnement, des offres, ces choses-là. Donc sur LinkedIn et sur le podcast. Trop bien, bah, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. En tout cas, merci beaucoup Sandy, j'ai passé un très bon moment, et on se dit, à très vite. Merci Lola.